Média, je vous invite à retrouver un nouveau numéro de KGB. Mesdames, Messieurs, le vol spécial auquel vous assistez est consacré au premier enregistrement à bord d'un avion en vol. La radio a toujours su résister et s'adapter. C'est pas moi. Je vois rien. Mais regarde avec l'œil qui est ouvert. J. La radio évolue. B. Je sais qui c'est, mais je dirai rien. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Désolé, tu vas avoir un choc. C'est un oiseau? C'est un avion? KGB. KGB. Avant, je sais plus de quoi on parlait. Ah bon? Je me rappelle plus. C'est ainsi que j'ai conclu. Si, oui, voilà, j'y suis que j'ai conclu. La radio n'a pas dit son dernier mot. Camarades, KGBistes, camaradas, tovarishi. Nous sommes extrêmement heureux de vous retrouver une fois de plus sur les ondes libres et décomplexées de notre programme radiophonique mensuel, ce KGB dont l'acronyme reste encore à ce jour bien mystérieux. Et si vous me demandez mon avis, eh bien je ne vous répondrai pas. Du coup, passons à autre chose si vous le voulez bien, et c'est en presque direct du 12e salon de la bande dessinée de Sévrier que nous vous parlons avec du matériel. Avec l'équipe habituelle de Guéluron. Bonjour Agnès, ça va ? Coucou, ça va et toi ? Bon, ça va. Greg, la tant forme ? Toujours. Oui. Menteur. Jacques, Oui. wesh gros. Ouais. Ça va. Ouais. Et David, ça va, ça boum ? Ouais, c'est vraiment la plus belle journée de ma vie, je crois. Oh, c'est beau. Gorom. Merveilleux. Et maintenant, permettez-moi cette redondance, mais nous avons l'honneur de recevoir les deux invités d'honneur de Sévrier BD. Je cite par ordre alphabétique Pierre-Henri Gaumont et Jordi Lafèvre. Bienvenue et merci de nous accorder un peu de votre précieux temps. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça dépend. Jusqu'à présent. Ça dépend du point de vue. C'est dur. C'est le deuxième jour. Nos invités sont tous les deux auteurs et dessinateurs de leurs œuvres les plus récentes. Cela va pour Pierre-Henri et Je suis leur silence pour Jordi. L'une décrivant le parcours de deux pieds nickelés dans la Russie post-chute du mur de Berlin à l'aube de l'effondrement de l'URSS et l'autre évoquant à Barcelone l'implication imprévue d'une jeune psychiatre dans les affaires d'une famille de producteurs de vin, à l'arbre généalogique digne d'un Santa Barbara ibérique. Entre Moscou et Barcelone, je me demande pourquoi ça fait un mois que j'ai repris le russe sur Duolingo. Si l'on fait fi des meurtres, des trahisons et de la torture, franchement, j'aurais dû prendre espagnol en LV2. Résultat, je sais dire « Женщина с бревном не судит ». Traduction littérale de « La femme à la bûche ne juge pas ». Et malheureusement, je pense que ça ne m'aidera pas à nous sortir du pétrin universel où nous semblons être. Mais trêve d'actualité, David, il paraît que tu as des questions courtes pour découvrir nos invités différemment. Exactement, parce qu'on a l'habitude de commencer cette émission en proposant aux invités notre fameux questionnaire de Proust, enfin, un presque questionnaire de Proust, un Proust quoi. Le principe est simple. Je vous pose une question, ça s'adresse à l'un, à l'autre, aux deux. Vous voyez qui veut répondre. Par contre, c'est des questions courtes, réponses courtes. Première question, si votre vie était une BD, laquelle serait-elle ? Malgré tout. Ouais, ok. Gaston Lagaffe. Bah, évidemment, Pierre-Henri. Un mot russe que vous aimez sans le comprendre. Alors là, c'est plutôt orienté sur Sans toi. le comprendre. Alors, un mot russe que tu aimes. Pierre-Henri Gaumont. Tovarich. Pierre-Henri Gomanov. Votre péché mignon espagnol. Au Patanegra. Ouais, normal. La sieste érotique. Si vous deviez dessiner l'âme humaine, elle aurait la forme de... Une famille. Ouais. J'allais dire un truc trash. Ah bah ouais. Mais tu peux. Ouais, mais on t'en une prie. famille. On vous demande pas d'avoir exactement les mêmes avis. La case la plus difficile à dessiner selon vous? Ah, littéralement une case sur l'Holocauste. Ça, c'était vraiment difficile. Ouais, quoi. C'est chargé. Ouais, c'était chargé. Et toi, Pierre-Henri, t'as une idée? N'importe quelle case demandée par un autre scénariste que moi. Ok, ouais. Celle qui n'est pas la tienne. Petit regard. Que devrait toujours contenir une bonne cave et une bonne histoire? Côte rôtie. Normal. D'être honnête. Ouais, Ah oui. Ok. Ouais. Du vin honnête. Ouais, le côte rôti, c'est un Oui, vin qui est très honnête. Il y a des vins qui ne sont pas honnêtes. Ouais, je suis d'accord. Citez-moi un personnage historique selon vous qui mériterait une BD de 300 pages, voire plus. Personne. Ouais. Non, surtout pas. Honnêteté. Surtout pas. Et un peu myopique là. un peu d'humilité, s'il vous plaît, avec l'honnêteté. Ouais. Votre compagnon idéal pour fuir un régime totalitaire en Lada? Ah, il faut un compagnon idéal. Ouais, c'est toujours mieux. La route est moins longue. Toujours Gaston. Ryu, notre éditrice. Ouais. Ah oui. Et dans quel décor rêveriez-vous de situer votre prochain album? Parce qu'on avait besoin de pitcher un petit peu, donc... Moi, c'est on une quitte. île de la Méditerranée qui est la Sardaigne. Yes.
Moi, j'ai fait une suite avec Eva Rojas sur le Je suis un ange perdu. Ok, parfait. Eh bien, je vais laisser le micro à Agnès pour en savoir un petit peu plus sur vous deux. Agnès, c'est à toi. Merci. Alors déjà, est-ce que vous vous connaissez bien tous les deux ou c'est le premier salon que vous faites ensemble ? À ton avis? Je pense que vous connaissez un petit peu. On sent un petit peu de complicité. Après, ça peut être juste lié à un revoir très honnête qu'ils auraient rencontré hier soir et du coup, voilà quoi. Et ça aussi. Ça aussi. Ça aide. Le côte rôti. Non, moi j'ai bu du rosé. Du rosé qui cogne. Mais ça rend fou, ça. Ouais. Voilà. Non, mais on se connaît depuis assez longtemps maintenant. Moi, je bosse chez Dargaud depuis 2017. Oui, c'est ça. Et on s'est rencontrés à ce moment-là. Et je dirais que ça fait 3-4 ans qu'on est très potes, quoi. Ouais, vraiment très potes. Et comment vous en êtes arrivés à faire de la BD tous les deux, Pierre-Henri ? Moi, c'est un long parcours sinueux, mais c'est ce que j'ai toujours voulu et rêvé de faire, quoi. Enfin, en tout cas, dessiner. La bande dessinée, à proprement parler, c'est peut-être un peu plus tard, quand je lis des choses plus adultes, mais j'ai la passion du dessin depuis le départ, quoi. Et je n'y croyais pas, donc j'ai fait autre chose, et j'ai compris que j'étais incapable de faire autre chose, que chaque minute passée à faire quelque chose de différent me rendait dingue. Et voilà, et donc ça s'est passé en 2010 pour moi. Jordi, ça a été un peu pareil pour toi ? Moi, je fais rien d'autre, en fait. c'est pas par choix. C'est du dépit. Tout mon corps, tout mon cerveau est pensé pour être narrateur et au dessin, donc on va dire bande dessinée. Heureusement, ça existe, sinon je serais inutile total. Donc on consacre toute son énergie pour que ça soit la seule chose. Oui, il y a des gens qui ont des autres études, qui arrivent à la bande dessinée de plusieurs approches. Moi, je fais que ça en toute ma vie, en fait. Heureusement, je la fais un peu bien, sinon ça serait complètement raté. Ça serait frustrant, ouais. Oui, frustrant. Non, mais moi, par exemple, avant, j'ai fait des études d'économie. J'ai travaillé en banque d'affaires. Et j'ai été consultant. Après, j'ai fait une thèse de socio. Ça m'arrive encore régulièrement. Et j'ai jamais soutenu ma thèse. Et j'ai passé 5 ans en thèse de socio. Et ça m'arrive régulièrement de me réveiller le matin en ayant fait le rêve qu'il fallait que je soutienne. Ouais, cette peur panique là qui te prend. Et chaque matin, je me réveille. Mais non, mais en fait, ça s'est passé, quoi. Je fais de la BD et je fais plus autre chose. C'est un enchantement, hein, pour moi. Pas de regret. Oh non. Donc cette thèse. En fait, on t'a menti, ce n'est pas du tout une interview radio. À pitcher, c'est beaucoup moins facile. Il nous reste 50 minutes d'émission. Du coup, tu disais que la BD, c'était plutôt arrivé un peu sur des BD adultes. Il n'y a pas des BD qui vous ont marqué quand vous étiez enfant ? Gaston Lagaffe. Et c'est la réponse magique à tout. Mais ouais, en fait. moi, j'y vais. Non, mais si, bien sûr, mais en tout cas adulte, parce qu'évidemment, enfant, je rêvais de faire ça. Mais adulte, je voulais vraiment faire du dessin, et c'est en rencontrant des vrais, pour moi, des œuvres majeures que j'ai compris que ça rejoignait un désir de littérature en même temps qu'un désir de dessin, et voilà, c'est aussi simple. Tu veux nous en citer parmi ouais, deux, trois ? Moi, j'ai un souvenir d'avoir lu Note pour une histoire de guerre de JP, d'avoir fermé, me dit c'est exactement ça. Moi, c'est l'inverse. Moi, mon souvenir, c'est d'être un gamin qui, en fait, avait des problèmes pour apprendre à lire. Alors que la BD, pour moi, c'était « Ah, ok, il y a des images, déjà, je comprends. » Ma sœur lisait des bouquins très, très jeune. Et moi, j'avais, pour moi, c'est problème, galère totale. Et la BD, ça m'a aidé à entrer dans un univers littéraire. Et il y a plein de BD qui m'ont marqué, plein de BD. Et surtout, la BD en général m'a marqué, m'a ouvert la porte à lire, en fait. Et aujourd'hui, j'adore lire, même roman. Mais en fait, c'est la BD qui m'a ouvert la porte et ça m'a permis d'exister, en fait, en tant que lecteur. J'ai l'impression que tu viens de me couper l'herbe sous le pied parce que c'est exactement la chronique que j'avais préparée. Mais on va en parler plus tard. Agnès ? Et du coup, est-ce que tu as eu un coup de cœur récent ?
récent, à part de Slava, tu veux dire? Comment c'est bien fait. Quelle honnêteté. Non, en plus, c'est vrai, il sait, c'est la vérité. La fin de Slava, le tome 3, ça m'a énormément, c'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Non, c'est Jordi. C'est tu les deux. Du coup, donc, vous dessinez et vous écrivez tous les deux. Est-ce que vous avez déjà envisagé de collaborer avec d'autres BDistes en faisant que l'un ou que l'autre? Moi, oui, je ne ferme pas la porte. Hein. Mon parcours, c'est assez... je fais rien d'autre, mais dans la bande dessinée, j'ai fait tout. Quoi. Donc, je ne ferme pas la porte à écrire pour quelqu'un d'autre. Je ne ferme pas la porte à continuer tout seul. Quand je dis tout seul, il faut inclure l'équipe éditoriale. C'est pas moi seul qui fait la BD, il y a toute une équipe qui reste cachée au bureau, mais on travaille en équipe et je ne ferme pas la porte à travailler, à dessiner le scénario de quelqu'un d'autre ou une collaboration à quatre mains. Je fais à côté aussi je travaille production d'animation, character design et on travaille en équipe et j'adore travailler en équipe. C'est tout à fait différent par rapport à la BD. Et je ne ferme pas la porte, on ne sait jamais. J'ai 45 ans, 45, on verra. Moi, j'ai travaillé avec des scénaristes au départ, un peu pour me faire la main, en fait. C'était que j'ai besoin de faire beaucoup d'albums pour apprendre, tout simplement, parce que c'est très différent de dessiner et de dessiner de la bande dessinée. C'est vraiment deux choses qui se ressemblent très peu. Et donc, il faut apprendre ce médium-là. Maintenant, j'aspire vraiment à raconter mes histoires à moi. C'est pour ça que je le fais. Néanmoins, il y a des choses que je ne sais pas faire, comme la jeunesse et la bande dessinée jeunesse, par exemple. Oui, travailler avec des scénaristes, si c'est des gens bien et qui ne me demandent pas vue en contre-plongée machin avec 40 chevaux qui galopent. Et voilà. Ça peut être possible. Mais a priori, je préfère travailler seul, moi. Et justement, dans cet apprentissage dont tu parles entre dessiner et dessiner pour la bande dessinée, c'est quoi les premiers freins que tu as rencontrés? Enfin, qu'est-ce que tu as appris dans cette trajectoire-là? La première chose, c'est qu'on fait un dessin qui nous plaît et qui ne raconte pas du tout ce que c'est censé raconter. Et il faut s'en débarrasser. C'est ça, quand on fait de la BD, c'est tous les jours, tout le temps. On est là, le dessin, il est bien comme dessin, mais il va pas dans le sens qu'il faut. Ça donne vraiment l'impression, je trouve, de reculer de je sais pas, 4 ou 5 ans d'expérience à partir du moment où on se met à faire de la bande dessinée. Et c'est très frustrant au début. On a l'impression d'être nul, quoi. Et puis après, avec le temps, on comprend que c'est normal. C'est normal de galérer. Et c'est long et c'est dur. Et voilà. Ouais, que le beau dessin suffit pas. Il faut qu'il participe vraiment à la narration. Ah ben oui. Et puis il faut pas qu'il fasse de contresens.
are from Barcelona, c'est le titre, le groupe étant I am from Barcelona, qui, comme vous l'aurez compris, nous vient tout droit de Suède, évidemment. Olé. C'était Mais surtout un quel petit humour. clin d'œil à notre invité, donc Jordi Lafèbre, qui, lui, nous vient réellement de Barcelone. Et qui, du coup, parle suédois. J'espère. Pas de tout. Entre mes talents que maman. Bon, bah, du coup, il ne nous reste plus qu'à tester les talents de linguiste de Jacques, parce que c'est sa chronique maintenant. 1, 2, 3, 4. Ok, bon, écoutez, ce que je propose, c'est qu'on n'a qu'à dire qu'on annule complètement cette discussion. Vous allez m'en dire des nouvelles. KGB Radio. Camarades, KGBistes, BDistes, je viens de passer une semaine incroyable au collège Jacques Prévert de Métais. J'ai eu la chance d'y être invité en résidence de création pour que je puisse écrire et travailler sur mon prochain spectacle. En plus, un ami musicien m'a rejoint pour qu'ensemble on avance sur le projet. On a passé nos journées à jouer, créer, répéter, nous tromper, recommencer et intervenir auprès des élèves. Putain. C'est dingue, je suis juste en train de m'extasier d'avoir pu, dans des conditions normales, exercer mon métier. C'est quand même fou ce qui se passe avec les métiers de la culture. On est trop content quand on arrive juste à bosser dans des conditions normales et être payé. Vous imaginez, vous, que votre garagiste s'extasie parce qu'il a pu réparer des voitures dans un garage et qu'en plus il avait des outils et qu'on lui a même donné de l'argent pour ça ? Dans nos imaginaires, exercer un métier de la culture, et encore plus si on est du côté des artistes, c'est un tel privilège qu'il n'est pas obligé de payer les gens pour ça, de leur donner de quoi vivre en échange de leur travail. Alors qu'en France, la culture rapporte plus d'argent que l'industrie automobile, alors que la culture est une des raisons principales de l'afflux des touristes, alors que la culture, c'est du lien social, des façons de penser le monde d'aujourd'hui et de demain, que c'est... me voilà en train de plaider pour la culture utilitariste, alors que je devrais plaider pour l'art et son inutilité. Faut dire qu'au regard des attaques contre la culture, contre l'art ces derniers temps, je vais jusqu'à piocher dans les arguments capitalistes pour défendre mon métier. Les artistes, les lieux culturels, les techniciens, les administratifs, les comptables, les décorateurs, les créatrices lumière, les peintres, les auteuristes, les illustrateuristes, la liste est sans fin. Là, on coupe les budgets. Là, on redirige tout vers la culture de patrimoine. Ici, l'extrême droite couvre de draps noirs dans une exposition des portraits de femmes. Là, des nazillons empêchent la projection d'un film. Dans l'Hérault, on supprime tout simplement le budget. Le Sénat dissout le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle. Là, on supprime le pass culture, jetant à la poubelle des milliers d'heures de travail et autant de projets à destination des lycéens, des collégiens, pour qu'ils aillent au théâtre, au cinéma, au musée, dans les festivals, pour qu'ils montent des ateliers avec des artistes. Là, Bolloré rachète les maisons d'édition pour leur dicter leur ligne éditoriale. Là, on tente d'interdire des concerts. Ici, on ne protège pas les traductrices et les écrivains du pillage de leur travail par l'IA. Et pendant qu'on coupe le budget de la culture de quelques dizaines de millions d'euros, qui sont essentiels, on efface une ardoise fiscale de 320 millions d'euros pour Bolloré, qui avait sciemment fraudé pour une de ses entreprises. Et moi, je m'extasie d'avoir pu exercer mon métier ces dernières semaines, alors que certains de mes camarades ne savent plus comment remplir leur frigo et payer leur loyer parce qu'on les a jetés à la poubelle avec le reste. Vous me direz à quoi bon ces artistes, tous des parasites ? Il reste que l'art, c'est le culte de l'erreur, comme disait Picabia. Le culte de l'erreur sur le chemin de la beauté et de la liberté. À quoi bon la liberté et la beauté, me direz-vous ? Eh bien, ce sont les seules choses qui valent la peine qu'on se batte, pour paraphraser Churchill, que pourtant j'apprécie guère. Merde. C'est le mot avec lequel on se souhaite bonne chance au théâtre. Alors c'est vous dire si on a l'habitude d'y être et de la foutre. Merde à notre résistance à cette volonté politique d'asphyxier la création. Merde à la culture qui bouscule la tradition et patrimoine dans lesquels la pensée fascisante de l'époque souhaite nous enfermer et vive l'art dégénéré. Merde aux grévistes, aux spectateurs debout, à la culture debout, à toutes celles et à tous ceux qui ne laisseront pas faire la mise au pas des artistes. Merde, merde, merde à vous les amis. Et si les choses continuent ainsi, notre merde artistique, pour se souhaiter bonne chance, devra se transformer en no passaran. Nous pouvons déjà nous dire que si nous sommes tellement attaqués, c'est parce que nous représentons un danger pour leur pensée nauséabonde, pour leur imaginaire étriqué. Alors soyons dangereux, terrifiants comme une petite fille avec un livre et une boîte de crayons de couleur, comme un petit garçon avec un nez rouge. Soyons terrifiants. Bouh! Vous êtes définitivement sur KGB. It's the power to arouse curiosity. Tu dis des bêtises. KGB Radio. Merde, on avait dit pas sérieux, je recommencerai pas. Je recommencerai pas, Ouais. pardon.
Bah, on vient de perdre donc Jordi qui part à l'instant en pensant que c'était vraiment une émission rigolote. Merci. Jacques, merci pour ta chronique. Le contexte, il est tel qu'il est. Je ne sais pas si vous avez une remarque à faire sur la chronique de Jacques. Jordi ? Il a tout dit. Comment se passe l'industrie de la bande dessinée ? C'est ça ? Il faut parler de ça ? On parle d'industrie maintenant ? Moi, je viens de l'Espagne. Si on parle de l'industrie de la bande dessinée en Espagne, c'est déjà la déprime totale. Hein. Je préfère ne pas. Pierre-Henri, tu avais une remarque à faire Tu veux dire sur l'industrie de la bande dessinée ? Je sais pas, moi je le vis tellement pas comme ça. Ouais. Très peu. Je suis mon propre lecteur. C'est ça que je projette. J'essaye de satisfaire le lecteur que je suis. Et après, ça marche pas. On voit. Hein. C'est la vie. On assume. Et si on gagne plus une thune avec ça, et ben on se débrouille. Mais je suis pas prêt. Non, moi, je suis pas prêt à faire des concessions sur. Ça veut pas dire que je fais des trucs hyper ardus ou compliqués ou conceptuels. Juste, je fais confiance au lecteur que je suis et au livre que j'ai envie de lire. Quoi, voilà. Tu fais des trucs qui te plaisent, quoi. Ouais, c'est déjà tout beaucoup. simplement, vraiment. Ouais. Oh, mais c'est une chance extraordinaire. Hein. Et pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais nous dire de quoi Slava, ça parle ? Slava, ça parle de deux clampins, c'est-à-dire toi et moi. Pas très équipé pour le monde qui vient, et ce monde-là, c'est le monde hyper violent et hyper libéral de la Russie au sortir de l'URSS. Et ils vont vivre, en l'espace d'une dizaine d'années, un raz-de-marée qui est celui de l'effondrement de leur système et surtout de l'effondrement de leur système de valeurs. Et ces gens-là essayent de se débrouiller. C'est deux gars très différents. Il y en a un qui est un peintre et qui se demande quelle est l'utilité de continuer à peindre dans ce chaos, et l'autre qui il est certes pas très équipé, mais il est dans l'air du temps, c'est-à-dire que c'est un commerçant qui a été frustré à l'époque de l'URSS, et là il peut laisser libre cours à ses désirs d'achat et de vente. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de parler de ça ? Pour plein de raisons, mais d'abord je pense que la première, c'est la fascination pour ce monde, c'est-à-dire que j'ai pas mal voyagé dans le monde anciennement communiste. J'ai commencé à le faire à partir de 99, et déjà, moi, ça me fascinait, même avant d'y mettre les pieds, l'expérience de quelque chose d'alternatif, de l'idéalisme qu'il y avait là-dedans, était un truc qui me fascinait. Ça ne veut pas dire que je souscris à tout ce qu'a été le monde soviétique, mais notamment quand on lit... par exemple, Svetlana Alexievitch, on se rend compte à quel point les Russes n'étaient pas dupes du système et de son dévoiement. N'empêche qu'ils gardaient beaucoup cet idéalisme en eux, et cette idée que, à terme, un socialisme à visage humain était possible. Ce truc-là m'intéressait beaucoup. Voir ce que c'est devenu, une fois le truc effondré, c'était fascinant de parler avec tous ces gens, et j'avais envie de le mettre en histoire. Ben justement, moi, en lisant Slava, il y avait à la fin, on peut dire que Slava est une sorte d'enfant réussi entre La fin de l'homme rouge et Gaston Lagaffe. Vu que ça marche sur toutes les réponses. Voilà, le rêve. Il y a un non, truc, le rêve. Tu vois, il y a un truc qui est assez fascinant pour avoir lu Alexievitch aussi. Il y a quelque chose qui vient se révéler dans quelque chose de grâce aussi au dessin, de se révéler avec ces personnages qui sont inadaptés et qui se cognent à tous les angles, hein, d'une certaine façon. Oui, c'est vrai qu'il y avait une volonté, disons, d'apporter de la légèreté dans ce truc-là, mais parce que aussi c'était un hommage à la littérature russe, qui est une littérature du contraste, et de rire et pleurer en même temps, et un truc typiquement slave, quoi. Et j'avais très envie de mettre ça en œuvre dans ce récit-là. Donc moi, Alexievitch qui couche avec Lagaffe, c'est génial. Du coup, tu as fait russe LV2 ? Mais je ne parle absolument pas russe. J'ai eu la chance de voyager
avec un copain qui, lui, est bilingue. Et c'est avec lui que j'ai commencé à voyager, et c'est lui que j'ai retrouvé quand on est parti dans le Caucase faire les repérages. C'est lui qui a traduit tous les bruitages Non, ça c'est juste du cyrillique qui est mobilisé pour que la bande-son sonne russe, quoi. Ah ouais, mais ça veut dire quelque chose. Non, Enfin, c'est vraiment les bruits. Il a jeté un petit coup d'œil pour me dire si ça tenait le coup. Ah ouais. Ça tient le coup. Du coup, est-ce que ces personnages sont inspirés de personnes que tu as rencontrées? Est-ce qu'il y a des bouts d'histoire qu'on t'a racontés ou Tout, ouais. C'est-à-dire que, par exemple, Volodia et sa fille sont des gens que j'ai rencontrés en Biélorussie. Le gars en slip dans la neige par moins 30, il existe. Il existe. Je pense même qu'ils sont plusieurs. Mais oui. De toute façon, je pense que tous les gens qui sont allés soit en Russie, soit en Biélorussie, soit pas loin, ils ont des anecdotes à raconter. Hein. On en a tous beaucoup. En l'occurrence, Lavrine, c'est-à-dire le type qui est prêt à vendre sa propre maman. C'est pas un Russe, mais c'est un mec avec qui j'ai travaillé quand j'étais consultant, mais qui était un type fascinant parce que donc on était en mission dans des entreprises censées travailler. Moi, je dessinais et lui, il achetait et il vendait des Porsche. Non, mais là aussi, c'était 2 beaux bras cassés. Hein. C'était vraiment magnifique. Et il était tellement fort que la nuit, il partait chercher des Porsche. Quoi. Il partait 2 jours, machin. Il revenait et il vendait les Porsche à nos propres patrons. Et vraiment, mais c'est du génie, quoi. Et je me souviens, à l'époque, je voyageais beaucoup dans les pays de l'Est. Je me disais, mais lui, dans ce monde-là, il devient millionnaire en une demi-heure. C'est sûr. Et je pense qu'il est millionnaire aujourd'hui. Mais je dis pas son nom. Ça me brûle hein, de dire son nom parce que pour moi, c'est un peu une idole. Et pas de regret Non, pas trop. Non. Non, sur la... Non, ça va. Tu disais que c'est très russe, très slave de rire et pleurer. Est-ce que toi aussi, il y avait une idée d'ajouter du comique pour atténuer un petit peu le tragique de ce que tu racontes? Moi, je dirais que c'est plutôt pour l'accentuer. C'est plutôt en faisant, en maniant les contrastes que la tragédie prend toute son ampleur. Parce qu'en fait aussi, ça montre la vanité de tout ça, quoi. Tout ça ils vivent, ils meurent, et puis comme nous, quoi. Et c'est finalement pas grand-chose et en même temps gigantesque. Et j'aime bien, en fait, l'idée que ces échelles de valeur soient très fluctuantes comme ça et très insaisissables. Et puis il y a aussi une volonté de cueillir le lecteur, quoi. Non, effectivement, ça se met comme dans la littérature russe où on retrouve ça aussi chez Shakespeare, cette façon d'amener tout d'un coup du grotesque au pire moment et puis d'amener du tragique au moment où par contre ça pourrait être un esprit de carnaval où tout va bien, c'est la fête et ce contraste-là et qu'effectivement on trouve beaucoup dans Slava Mais c'est vrai qu'il y a aussi un désir d'évacuer l'esprit de sérieux sur cette période-là, parce que très vite, si on lit Alexievitch, moi, au bout de 2 pages, je pleure. Hein. Enfin, c'est vraiment terrifiant, quoi. Et je peux pas passer 2 ans. Heureusement, 3, elle a couché et là, en avec l'occurrence, Gaston Lagaffe. 4 ans à pleurer tous les jours. Donc j'ai besoin de pleurer un jour et rigoler le lendemain. Quand tu as commencé à écrire et à dessiner Slava, est-ce que tu avais prévu que ce soit une trilogie, parce que là il y a 3 tomes, ou est-ce que petit à petit tu as eu envie de continuer? Enfin, comment ça s'est passé pour toi? Non, j'avais décidé dès le départ que ce serait une trilogie. Ce qui se passe, c'est qu'avant j'avais fait un truc qui s'appelait La fuite du cerveau, et il est assez gros comme bouquin. Il fait 4 strips, il y a 4 bandes, et c'est très dense. Et je me suis dit, je vais donner un peu de vacances à mes lecteurs et à moi aussi. Et donc, je vais réduire et je vais faire 3 tomes, mais je ne savais pas ce qu'il y aurait dans ces 3 tomes-là. C'est-à-dire que j'avais une idée de fin, mais ce n'est pas du tout celle qui s'est déroulée. C'est que j'ai réalisé le premier album. J'avais en tête qu'à partir du 2e, ils allaient à Odessa. Et puis, bon, la guerre en Ukraine s'est déclarée. C'était moins facile d'aller à Odessa. Pour moi, en tout cas, pour faire des repérages. Donc, 90 degrés, j'ai pris une autre direction et ça s'est construit complètement différemment. Donc, moi, j'ai construit chaque bouquin l'un après l'autre sans plan, en faisant confiance au fait que j'allais retomber sur mes pattes. Mais
pas mal de nuits blanches, pas mal. C'est agréable de se laisser surprendre par sa propre histoire. Moi j'adore, enfin, c'est très grisant, je sais pas si c'est agréable, c'est grisant et c'est terrifiant. Excitant. Ouais, vachement. Mais quand on trouve une idée, quand on trouve une bonne idée qui résout plein de trucs, par exemple sur la trajectoire de l'Avrine dans le tome 3, je me souviens très bien, je marchais en montagne et je me dis mais c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Je reviens chez moi et je dis à ma femme non mais là c'est bon j'ai trouvé et tout. Ouais, c'est évident, c'est une évidence. Ouais, avant ça c'était la panique, mais vraiment. Donc c'est marrant, ouais. Autour de notre second invité, Pierre-Henri Gaumont, d'avoir son petit clin d'œil musical avec ce que j'appellerais un classique de la musique concrète issu de la messe pour le temps présent. Ça date de 1967, c'est Psyché Rock de Pierre-Henri. Chers amis, il est l'heure de la chronique de David avec des bops, des pafs, des poufs ou pas du tout. Bah, tu ne crois pas si bien dire. 1, 2, 3, 4. Je pense là depuis des années. Et encore sans compter les jours fériés. Ça va, ça bosse dur? Non. I'm ready. KGB Radio. Il est de ces genres artistiques et littéraires où, peu importe la case dans laquelle on les range, qui ne cessent de te suivre, de t'accompagner au fil des péripéties solitaires. Malgré toi, malgré les autres et leurs jugements, malgré parfois des pensées trop hâtives qui tenteraient par simple jalousie ou méconnaissance de n'en faire qu'une anecdote, un quelconque détail de l'histoire. La BD, l'illustré, le 9e art ne fait pas exception et c'est au fil de son histoire attiré bon nombre de ses pamphlets délétères. Mais force est de constater que cela n'aura eu que l'effet inverse à celui escompté, et que la bande dessinée, s'il faut la nommer, ne s'en sera trouvée que plus riche, impactante et crédibilisée. Son évolution brute, rapide et sa multiplicité en font aujourd'hui un art majeur, qu'il soit documentaire, fictionnel, et il est au service de la société pour s'évader, parfois pour faire réfléchir et parfois pour les deux. Oui, Jordi, je lis tes interviews avant de venir blablater phylactère et moule à gaufres. Surtout pas, surtout pas. Et à la manière d'un haddock trop hydraté, il m'aura fallu un bon paquet d'idéogrammes, bien que j'en conviens fort peu radiophonique, pour exprimer mon état à la fin de ces dernières lectures, toutes tournées, elles, vers le documentaire, l'engagé, et un profond sentiment de réel bien trop réel, bordel d'étoiles, tourbillon, tête de mort, exclamation. C'est pas tellement radiophonique.
Les algues vertes me révoltent, la revue dessinée tout entière agit de même sur ma sensible personne. Josako déclenche des insomnies que seul l'usage d'alcool et de psychotropes parvient à indiquer, et Satrapi me retourne dans la tombe que je n'ai pas encore fort heureusement creusée. Ça promet. Qu'on l'étiquette documentaire, de reportage, pédago-didactique ou encore, et là, c'est à en rire cyniquement, de non-fiction, évidence perceptible digne de la palisse, la BD de genre, longtemps cantonnée au rayonnage trop haut placé des libraires spécialisés, forge le citoyen d'aujourd'hui et de demain aux enjeux sociétaux. Et Dieu sait qu'il y a du boulot tête de mort éclair tourbillon WTF, point d'exclamation. J'en profite pour glisser pendant ce temps de cerveau disponible qui vous honore une publicité discrète à la manière d'un YouTube qui t'enfonce dans le crâne ce Franck Leboeuf estimant ta bagnole. Franck, j'en peux plus, ma vieille Passat est déglinguée, elle vaut plus un radis, alors par pitié, arrête de t'immiscer entre deux chroniques de Nova, ça me donne juste envie de te faire bouffer un bidon de 15W40. Bref, je place une réclame pour ce petit bijou sorti à l'automne dernier. Comment les riches ravagent la planète et comment les en empêcher, de et avec Hervé Kempf et Juan Mendez. Le pitch m'en veut pas, c'est du copier-coller. Mais quelque chose me dit que tu vas encore jurer Charles-Édouard Henry. En 17 ans, les riches n'ont rien appris, rien compris, rien changé. Ils se gavent. Les milliardaires ont multiplié leur fortune. La catastrophe écologique s'amplifie. La crise sociale est mondiale. Le lien entre ces phénomènes, les inégalités. On n'évitera pas le désastre climatique si l'on ne ramène pas les ultra-riches à la raison. En gros, on te raconte comment, en bientôt 20 ans, l'oligarchie a augmenté sa passion destructrice et endossé les nouveaux habits du capitalisme. On rit, on pleure, on apprend, on mobilise. C'est un outil pour changer le monde. Il y a urgence et c'est en BD bougre d'ectoplasme. Mais à avoir les pieds trop ancrés dans la mélasse de la vie, on en vient à ne plus vouloir jeter de l'huile sur le feu de l'actualité. Et Jordi, oui, toi, que désormais je tutoie, il nous arrive à nous, lecteurs, oui, je nous noie, effectivement de chercher à nous évader. Et là, ce n'est plus l'adulte décrépit à la salopette usée qui te cause, mais bel et bien le petit garçon qui a fini par poncer le carrelage du rayon BD de Carrefour tant il y a posé son fondement durant les longues heures du remplissage de frigo. La qualité n'était peut-être pas au rendez-vous, pas encore, ou si, mais inconsciente, et ce n'était pas là l'important. Mais tu n'imagines pas la quantité de boulet Bill, Catras, Mafalda, Calvin et Hobbes ingurgités en une décennie assidue d'assistants de caddie de supermarché. Et si toi, et toi, Pierre-Henri, et vous, les dessinateurs de Petit Mickey, ne m'avez pas, au sens premier du terme, appris à lire, vous m'en avez, à coup sûr, donné le goût. Alors merci de nous proposer du rêve en boîte ou de l'ancrage dans le réel, en case, en série ou en dose de one-shot bien ciblée, parce que sans ça, sans vous et sans vos acolytes complices, il y a peu de chances que je sois devenu cet humain que j'oserais qualifier sous le contrôle de mes pairs de... Non, c'est bon, respectable. Voilà, ça s'arrête là. Et s'il y en a un qui ose dire que la BD, ce n'est point de la littérature, je te jure que moi, je le tourbillon, nuage, tête de cochon, point d'exclamation, 1000 milliards de Mel Sabor. Mais enfin... Oh mon Dieu! Oups! Ah ben bravo, hein? Très fort. T'aimes bien parler de bande dessinée, hein? Ouais, bah ça m'a construit quand même. Ouais, c'est Tu ça. vois. Justement, ça m'amène à la C'est première le petit question, garçon. dernière Ça question. m'interpelle, hein. Mais oui. Est-ce que vous avez conscience que vous formez ou vous déformez les esprits de vos lecteurs? Moi, j'ai une conscience qu'il y a un lecteur. Sans le lecteur, en fait, je ne fais pas les bouquins. Ouais. Et puis Henri disait tout à l'heure qu'il il fait les bouquins pour lui. Moi, je fais mes bouquins pour moi, mais je reste très attentif à en savoir qu'il y a des gens qui potentiellement vont lire. Et en fait, la métaphore, maintenant c'est littéraire, c'est littéral, mais je me dis, de ce que tu as un micro, qu'est-ce que tu vas dire, en fait? Et je me pose la question et j'essaye de parler aux gens, littéralement. Et c'est pas inquiétant? Ouais, parfois on panique, hein. Mais une petite pression sur les épaules? Oui, la pression de toujours de faire un bouquin le plus mieux possible, le meilleur bouquin possible. Je pense pas à moi, mais je pense au bouquin. Et là, oui, il y a toujours des pressions. Ouais. Moi, pas au moment de faire, mais au moment où ça sort. Là, je deviens dingue, en fait. Ah mais oui. vraiment, rigoureusement dingue. Moi aussi. Moi aussi. Il faudrait faire parler notre éditrice commune, mais je la rends dingue aussi, quoi. Ouais, c'est des vrais moments de panique. Enfin, je perds pied, quoi, pendant, je dirais, 2 mois à peu près. Ouais, ça peut être long. Ouais, c'est long, c'est très pénible, mais c'est pas grave. Hein, mais au moment de faire, non. Au moment de faire, je sais pas, j'ai vachement confiance, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. J'ai pas du tout de syndrome d'imposteur, alors que pourtant si. Mais ce que je vois, je m'attendais pas trop à ça, c'est-à-dire à ce qu'il y ait un retour des lecteurs.
Et quand je vois ceux que j'ai eus sur Slava, moi ça m'enchante, mais à un point incroyable. C'est-à-dire que j'ai vu des messieurs de 60 ans arriver en pleurs et tout. C'est quand même des beaux moments, quoi. C'était chouette. Tu n'as aucun souci de rendre ta BD à l'éditeur pour le sortir. Tu dis pas est-ce que là j'aurais pu faire mieux, est-ce que tu dis là je suis c'est bon, pas je le assez rends. comme ça. J'aimerais bien être un peu plus comme ça, mais je suis pas assez pointilleux, quoi. Et toi, Jordi, au moment de la remise des dernières planches? Non, il y a un travail constant avec la vitrice et je suis toujours... Le petit matin, je suis très persuadé de ce que je vais faire. La soirée, je dis, mais c'est une grosse merde. Et le lendemain, je dis, non, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Non, là, c'est un travail constant, assez bipolaire par rapport à mon personnage. C'est pas mon trouble personnel, mais je comprends très bien. Et il y a cette côté très, très, très polarisé, on va dire, entre être sûr de quoi on doit faire et pas sûr du tout du résultat, qu'est-ce qu'on a fait, en fait. Mais j'imagine qu'il y a bien un moment où tu te dis, là c'est bon, c'est fini, on ne touche plus. Là, la métaphore pour dire, c'est comme monter une montagne. Pour moi, je pense à monter l'Everest. Donc, c'est à chaque fois monter l'Everest. Et notamment, on ne va pas dire, non, je dois remonter 700 mètres là parce qu'en fait, je n'ai pas fait assez bien. Non, on continue à monter. Je viens perdre mon pied gauche, mais OK, on continue. C'est vraiment arriver au sommet et descendre. C'est vraiment c'est la mission totale. Même s'il y a une planche qui s'est ratée, un dialogue qui s'est raté, une séquence qui s'est... il faut continuer. Et heureusement, je vous parlais tout à l'heure de l'équipe édito, il y a toujours une équipe qui t'aide à rester un peu objectif par rapport à ton travail. La subjectivité totale, c'est dangereuse. Pour moi, j'ai besoin de quelqu'un qui dit non, ça va. Oh oui, ça, en fait, il faut changer un peu. C'est grâce à ça que je continue à travailler. J'ai fait confiance à les gens autour de moi. Puis l'Everest, une fois que tu es au top, tu peux pas aller plus haut, c'est bien. Moi, je vais au bout de la métaphore. Non, oui, mais c'est pas. Il y a pas cette connotation de compétition entre les bouquins. Il y a cette connotation de faire ton mieux pour arriver à ton sommet. C'est pas du tout une compète. Je ne sens jamais. Pour moi, les bouquins dans la table de librairie, c'est littéralement des copains. Je ne sentis jamais la compète. Pour moi, je ne sens pas que. Si il y a quelqu'un, il y a un copain qui me dit non, mon bouquin, ça marche, je suis littéralement content pour eux. Et l'un comme l'autre, pour reprendre la métaphore de la montagne, vous avez quand même des sacrés guides qui sont vos personnages. Parce que toi, Jordi, ton personnage de cette psychiatre, enquêtrice, tout ça, c'est un sacré guide. Et toi, tes deux personnages, ils ont cette force-là aussi qui doivent à un moment donné, c'est presque... Même les quatre, en fait. C'est un quatuor. Moi, je prends... Vas-y. Non, mais parce que quand je dis que je travaille sans plan, si j'avais pas les personnages, ça irait n'importe où. Mais en fait, les personnages, ils structurent complètement l'histoire qui se déroule et je leur fais entièrement confiance. Et c'est aussi pour ça que quand on termine, là, je termine les 3 tomes, à la fin, je les laisse. Et pour moi, c'est un vrai déchirement. Et là, encore plus qu'avant, je les ai gardés pendant 4 ans, alors qu'avant, c'était des one-shots que je faisais. Et là, pour la première fois, je fais plusieurs livres avec eux. C'était des guides, c'était des amis, et puis là, ils sont plus là. Et c'est vraiment... Ça s'écrit presque tout seul, tellement on les connaît. Enfin, je sais pas si Oui, en fait, il y a cette façon d'écrire qui c'est le plot, on va dire l'argument qui gagne. Moi, je déteste ça. J'ai besoin absolument de connaître le personnage. Et parfois, quand je suis bloqué dans une séquence, je ne sais pas comment suivre, comme il disait tout à l'heure, c'est que je fais pas... Je fais pour toujours... Il y a un post-it de mon studio qui me dit « Tu reviens en personnage, en fait. Si tu reviens en personnage, si tu fais focus à qui tu as dans l'histoire, comme elle, dans mon cas de Eva Rojas, mais n'importe quel personnage, si tu te concentres, tu captes qu'est-ce qu'elle ferait dans ces moments-là, ça vient tout seul, d'une façon logique. C'est une empathie pour un personnage qui n'existe pas, mais c'est la vraie empathie, c'est vraiment de voir ton antenne à capter l'empathie, quoi.
Justement, dans Ta BD, j'ai su leur silence, on a Eva qui est un personnage féminin très fort. Il y a plein d'autres personnages féminins très forts. Est-ce que tu as d'abord imaginé un peu toute cette galerie et ensuite tu les as fait interagir ensemble, ou est-ce qu'il y en a qui sont venus petit à petit, genre là il manquerait quelqu'un comment... Très personnellement, et je dis pas ça très souvent, mais c'est sincère. Moi, les mecs, normalement, ça me saoule, quoi. Non, c'est vrai. Je préfère une conversation entre femmes et l'écouter qu'une conversation entre mecs et l'écouter. Ça, non. Donc, avoir une galerie de personnages féminins, pour moi, c'est plus amusant, c'est plus drôle et c'est plus intéressant. Et je m'amuse à jouer avec elles, à le faire jouer, en fait. Et voilà, il y avait ce côté très Almodovar d'avoir des personnages féminins, de sœurs, de maman, de cousines, de copines, de vrais amis. Et ça devient, je vous parlais tout à l'heure de l'empathie pour un personnage, mais quand on a plusieurs, tu deviens un gamin qui joue avec tes ouais, on va faire comme ci, comme ça. Et je continue, une partie de moi, ça continue à être le petit gamin qui jouait. Et puis c'était un moyen d'aborder le polar aussi, parce que c'est pas le genre que tu faisais avant. Non, en polar, il y a cette côté de me mettre à moi-même un défi, de me poser les pattes dans un genre que je connaissais pas du tout, et qu'en fait c'est pas ça va par le tour de mon caractère, en fait. C'est pas je suis le mec moins violent du monde. Je déteste, je suis pas courageux du tout. Je déteste la violence. Je vais bloquer si jamais voilà. Donc, mais en même temps, il y a cette curiosité pour explorer un polar, et c'est un genre qui te permet. Il a cette fenêtre sociale. Ça veut dire qu'un polar, du moment que c'est un polar qui se passe à Barcelone, c'est une excuse pour visiter la société barcelonaise. Et ça, je trouve ça intéressant, en fait. Le polar, ça reste un prétexte pour visiter le polar classique des années 30 de Los Angeles. Ça nous permet de voir cette Los Angeles qui se développe les années 30. Moi, je trouve, d'une façon personnelle, aujourd'hui, faire un polar à la classique à New York, avec le mec, avec des clubs, ça ne me parle pas du tout. Je ne trouve pas l'intérêt. On parlait tout à l'heure du public. Je ne trouve pas l'intérêt à parler de ça. Mais de ce qu'il y a plein de gens qui visitent Barcelone, c'est ce sort de parc thématique blanc à tout le monde à plaire. Ah ouais, c'est bien Barcelone. Mais en fait, si tu savais. Donc, ça me parle de parler de la Barcelone que je connais et que j'ai connue aux gens. Et le prétexte de polar pour parler d'une société que je pense que ça tombe de pire en pire, c'est un prétexte parfait. Donc ouais, on a Barcelone qui est très ancré dans le réel, parce que les lieux sont vraiment des lieux à Barcelone. Le milieu du vin, c'est un milieu que tu connais. Et par rapport à l'intrigue, est-ce que je sais pas, t'es allé chercher des affaires qui ont vraiment existé ou Au départ, oui, mais après je me dis ça m'a saoulé un peu, et je accepte que c'est la partie plus faible du bouquin, en fait. L'enquête, ça reste un prétexte. Il y a des lecteurs de polar qui m'ont dit, en fait, j'ai découvert le coupable tout de suite. Ok, bravo. Hein. Oh, alors, vous n'avez rien compris, monsieur, mais allez-y. Non, mais c'est juste, c'est pas du tout la compète contre le lecteur. Je fais confiance au lecteur. Je pense qu'il pour profiter c'est comme visiter un spectacle de magie, et les gens qui restent tout le temps à voir s'ils voient les trucs. Écoute, c'est la magie, forcément il y a un truc, mais laisse-toi te porter. Moi, je pense que là, il y a hier au cinéma d'Annecy le film de Bolbert d'Almodovar. Je trouve ça génial. Cette côté qu'on accepte que peut-être le coupable, il y a une surprise, mais à la fin, ça reste juste un voyage avec le lecteur jusqu'à la fin. Non, le côté quête dans le polar, ça ne me parle pas précisément. Je préfère la galerie personnage ou le côté social, et faire vraiment une sorte de comédie et qui part de sujets intéressants, la maladie mentale. Il y a plein de sujets qui me touchent. Et tout là, c'est une sorte de salade autour. À la fin, tu dis salade avec de fromage chèvre. Oui, le fromage chèvre, ça reste le polar. Mais en fait, oui, c'est pas l'intérêt. Oui, c'est juste un des intérêts.
Il y avait quelques olives au milieu du fromage chèvre. Ouais. Puis on veut savoir ce qui va arriver à Eva, quoi. C'est l'évolution de ce personnage aussi qui est passionnante. Précisément, je travaille dans le 12e et j'essaie de garder cette indépendance entre les bouquins. Ça veut dire qu'il y a un nouveau quête pour Eva et aussi en même temps une évolution de personnage. J'adore vraiment la connaître et j'essaie de connaître sa maman qui est annoncée un peu dans le premier, dans la deuxième on la voit sa maman et on voit développer le gens qui est autour d'Eva et ça devient petit à petit une famille de personnages dont je suis absolument amoureux. C'est mes copains et je me régale à travailler avec eux. Génial. Et ben moi, pour terminer la sélection musicale et faire écho à la série Slava de Pierre-Henry, j'ai choisi un titre du groupe biélorusse Molchat Doma, un titre récent mais qui semble tout droit sorti des 80s, avec des sons à l'esthétique froide, mais surtout un titre dont je ne peux vous dire le titre justement, car je ne sais pas lire le cyrillique. Super. Et nous voilà de retour au salon de Sévrier BD avec nos deux invités. On n'a plus que quelques minutes ensemble. Est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez rajouter? Est-ce qu'il y a des choses dont vous voulez parler? Est-ce qu'ici à Sévrier BD, il y a des choses que vous avez envie de dire c'est trop cool, il y a machin et machine et c'est trop bien ce qu'ils font? Est-ce Ils sont gentils avec vous? Ils sont gentils avec vous? Est-ce qu'ils sont gentils avec vous ici? Normalement, oui. Tout est dans le normalement. Est-ce que c'est la première fois que vous venez sur le salon d'ailleurs? Sur le salon, oui, mais j'étais à Annecy déjà plusieurs fois pour le festival d'animation. Quand je travaille aussi à côté d'animation, je visitais la ville plusieurs fois. Dans le festival de BD, oui, c'est la première fois. Ouais, moi aussi, première fois, mais j'étais venu à la librairie, moi, en dédicace. Et puis j'étais passé pour d'autres raisons à Annecy, mais c'est la première fois dans ce salon. Pas pour faire des repérages, en tout cas. Pas pour un roman. Ben non, BD. non. Dernier petit mot, c'est tout bon? C'est tout bon. Et massage. Alors c'est à qui de faire ce beau massage de fin? C'est à Mireille. C'est Mireille qui nous fait le massage de fin. J'explique quand même pour les auditeurs, mais un jour on s'est malheureusement trompé et au lieu de message de fin, on a mis massage de fin, ce qui a fait extrêmement rire tout le monde. Depuis, on l'attend ce massage. C'est ça, c'est un petit massage pour vous détendre avant la fin. Mireille, c'est à toi. Et voilà. Il est temps de libérer l'antenne et de retourner à une vie normale.
Ouais, là j'avais noté qu'il fallait que je fasse un rire machiavélique. Ça, Pas c'est mal. fait. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que ça vous aura donné envie de lire les ouvrages de nos invités et de tous ceux présentés lors de cette 12e édition du Salon Sévrier BD. Nous remercions chaleureusement Pierre-Henri Gaumont et Jordi Lafèvre pour ce moment précieux. Merci à toute l'organisation du Salon pour leur confiance et leur fidélité. Merci à toutes les radios partenaires, Alto, Clandé, Les Bords, Spoutnik et Bienvenue. Et merci à tous les auditeurs et les auditrices de Radio Semnos qui nous écoutent peut-être pour la première fois aujourd'hui. Salut collégial dans 3, 2, 1... Salut. C'est bien. Pour que nos voix puissent rester libres, je vous encourage à être notre premier soutien et à la jeter le bol d'un misérable euro mensuel dans notre Tipeee. Et pour ne rien rater de nos élucubrations socio-culturelles mensuelles, abonnez-vous et suivez-nous sur les réseaux, internet, plateformes. C'est pas difficile, on est presque partout. Si vous avez des idées concernant l'acronyme de KGB, écrivez-nous et en attendant, prenez soin de vous, de vos proches. Bisous et à bientôt. Bisous. Des bisous. C'est parti. Alors pour faire de la radio, on utilise des ondes électromagnétiques. J'aime bien la radio. Mais tout de suite, je laisse la parole à Didier pour une petite précision. Allez, tout le monde, tout va bien, vous pouvez sortir. Reprenons la fiesta. Qu'est-ce que tu proposes? Je vais mettre la radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio.